Mesdames, Messieurs, bonjour. Le JDD, jury du dimanche, Monsieur Papa Demba Thiam est notre invité. Aujourd'hui, bonjour. Bonjour Mamadou. Vous êtes économiste et ancien fonctionnaire international, notamment à la Banque mondiale. Pour vous présenter au public, puisque c'est la première fois que vous comparaissez devant le jury du dimanche, comme on dit, pourquoi les économies africaines ont erré? Quels sont les facteurs qui les ont conduites à connaître la situation qui est la leur aujourd'hui? De sa fenêtre d'observation des économies du continent et leur rapport avec les institutions financières internationales, l'invité du JDD, Dr Papa Demba Thiam, ne fait pas que s'interroger sur les raisons qui font que l'Afrique n'a pas toujours décollé. Il propose également des solutions basées sur son expérience. Professeur, chercheur et investisseur, entrepreneur privé pour le développement des chaînes de valeur avant de travailler comme consultant international au service des gouvernements suisses et allemands, Thiam a été coordonnateur puis directeur de projet pour le développement du secteur privé et du commerce dans les ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique, en liaison avec l'Union européenne, consultant international auprès de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, ONUDI, et auprès de la Commission européenne, fonctionnaire à l'Organisation de coopération et développement économique OCDE et économiste principal au Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. De mai 2003 à octobre 2016, Papa Demba Thiam a été fonctionnaire à la Banque mondiale avant de quitter cette dernière institution en retraite anticipée. Qui mieux placé que lui pour se décrire? Docteur Papa Demba Thiam, un entrepreneur conseil en développement industriel intégré par les chaînes de valeur. Notre première question, pourquoi l'Afrique est encore en retard économiquement? Vous avez la réponse? Je crois que la réponse est évidente. Les Africains mendient en étant assis sur des tas de richesses. Vous prenez tout ce qui se fait en matière de développement industriel fondé sur la transformation des matières premières. L'essentiel des matières premières vient d'Afrique. Vous prenez par exemple tous les métaux stratégiques aujourd'hui au niveau de la RDC et d'autres pays. C'est avec ça que vous pouvez téléphoner. Votre ordinateur fonctionne avec ça, vos télés fonctionnent avec ça. Ces matériaux sont extraits dans ces pays et il n'y a aucune transformation. Or, la croissance qui crée l'émergence, c'est-à-dire des emplois et un pouvoir d'achat, elle se fait sur les chaînes de valeur. Si la Côte d'Ivoire et le Ghana aujourd'hui arrêtaient subitement d'exporter du cacao, mais tout le système international de transformation des produits basés là-dessus allait s'effondrer. Vous aurez le chômage partout. Alors la question fondamentale est celle de savoir que les intelligences africaines n'ont pas été dirigées vers la transformation des ressources en Afrique. Les causes du retard économique du continent, c'est lui-même, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes, notre rapport avec le monde, notre compréhension du monde, notre rapport entre nous et les autres. Et nous avons toujours fonctionné comme si nous n'avions pas d'autonomie décisionnelle, nous n'avions pas de prise sur notre environnement et sur notre avenir. On a laissé les autres nous dicter des solutions qui les arrangeaient. C'est comme ça que nous sommes devenus des esclaves, c'est comme ça qu'on nous a colonisés et c'est comme ça qu'on continue de nous coloniser économiquement. Ce n'est pas la faute des autres, c'est nous qui le permettons. C'est quand même dur ce que vous dites. Qui aime bien châtie bien. Oui. Nous devons nous dire la vérité. Mais est-ce que l'Afrique est une? Est-ce qu'il n'y a pas des Afriques? Il y a des Afriques en ce sens que tous les pays africains sont différents, mais il y a eu une unité culturelle de l'Afrique. Si vous regardez tous les essais d'anthropologie, par exemple notre Cheikh Anta Diop, les Abou Bakr Ben Yassine, tous les tarikhs comme les tarikhs et Soudan et tout, ont montré qu'il y avait une unité culturelle et économique en Afrique. Cette unité s'est disloquée à travers le temps parce que les Africains ont créé la perméabilité de la divisibilité, ce qui a fait qu'aujourd'hui, n'étant pas unis, nous ne sommes même pas capables de faire des sociétés intégrées unies. Les sociétés existent que par une seule personne. Nous ne sommes pas capables, les Européens ont créé la société anonyme. Personne ne sait qui est derrière la société. Mais la société a un but économique, elle travaille en mode collectif. Mais nous, il y a une personne qui est devant, c'est lui le chef, c'est lui qui fait tout, que ce soit dans l'entreprise ou dans l'administration. Et ça ne fait pas de la cohésion. On ne connaît pas les sociétés anonymes. Pas du tout. C'est quoi? C'est le fameux ngistel, comme on dit ici au Sénégal. Mais même quand vous construisez une maison, vous voulez la mettre devant la route pour que tout le monde la voie. Alors que la plupart des gens se cachent. Pour vivre heureux, il vaut mieux vivre caché. Nous avons, je le disais tout à l'heure, nous avons un système de non-valeur que je définis par l'état de raison.
qui fait que nous croyons que nous avons raison sur tout le monde, mais nous ne croyons qu'en des choses négatives. Malheureusement, nous en avons fait des raisons, et c'est la raison pour laquelle nous n'arrivons pas à nous retourner sur nous-mêmes. Alors, Papa Demba Thiam, le continent noir, vous dites qu'il est responsable de son retard économique. Il est certes en retard, mais il cherche des solutions pour amorcer son décollage. 54 pays africains, à l'exception de l'Érythrée, viennent de lancer à Niamey, au Niger, la zone de libre-échange continentale africaine, entrée en vigueur en juillet 2020. La ZLEC fait-elle partie des solutions que vous préconisez? Bon, qu'est-ce qu'on appelle une solution? Disons que la ZLEC est une vision. C'est une vision politique. Maintenant, de la vision politique doit naître une stratégie. Des stratégies doivent naître des programmes doivent naître des projets doivent naître des interventions. Et tous ces éléments doivent permettre de conjuguer des compétences économiques, institutionnelles, financières, commerciales, qui permettront de faire en sorte que ça se réalise. Il ne suffit pas de décréter simplement que l'Afrique est une zone de libre-échange pour que ça le devienne. Parce que de là à décider qu'on va faire ça, sans gérer les contraintes et les obstacles qui peuvent se comprendre. Moi, je me souviens du vivant du président Bongo, quand le feu président Babacar Ndiaye m'avait chargé d'examiner avec beaucoup de chefs d'État de quelle manière on pouvait faire l'intégration économique. Babacar Ndiaye de la BAD. De la BAD. Le président Bongo m'avait dit, écoute, Pape, tu n'es pas quelqu'un à qui on dit des conneries. Nous sommes tous pour le libre-échange. Nous sommes tous pour la libre circulation des marchandises. Mais voyez le petit Gabon. Si les Congolais de Brazzaville ou les Congolais de Kinshasa ne développent pas une économie chez eux qui les retienne, si je permets à tout le monde de circuler, le Gabon va imploser. Donc oui, libre circulation, mais à condition qu'il y ait aussi la possibilité pour les gens de se fixer chez eux, parce que le Gabon ne pourra pas absorber tous ces flux. Ce que je veux dire par là, c'est que pour que la ZLEC fonctionne, il faut qu'il y ait des capacités productives qui se développent en Afrique. Et il faut que ces capacités productives puissent pouvoir être échangées de manière compétitive, parce que nous avons chacun, en ce qui le concerne, des avantages comparatifs qu'on peut transformer en avantages compétitifs en investissant dans les facteurs de transformation économique. Mais justement, avant d'entrer dans ces détails, rien que le principe quand même, le principe c'est charmant, ce marché. C'est le plus gros marché du monde finalement, 1,2 milliard d'habitants, donc de consommateurs. Est-ce que ce n'est pas une bonne réponse face à l'Amérique, la Chine, l'Europe? Écoutez, je vais vous dire oui et non. Parce que ça ne suffit pas. Quand on a créé l'acte final d'Uruguay consacrant la fin du GATT et la naissance de l'Organisation mondiale du commerce, on avait tous applaudi en disant qu'on va créer un marché unique mondial, la globalisation. Mais si vous permettez à tous les bateaux d'aller sur la mer en disant que c'est la libre concurrence et que vous avez des pirogues qui se fracassent aux premières vagues, vous n'êtes pas dans une situation de concurrence égale. C'est-à-dire vous permettez à tous les grands, tous les petits d'être sur la même cour, de se disputer les choses de la même manière, mais c'est clair que c'est un combat inégal. Donc oui, sur le principe de faire une zone de libre-échange, mais il faut aussi faire en sorte que cette zone de libre-échange-là ne soit pas un véhicule pour permettre que l'Afrique absorbe de la production qui ne vient pas d'Afrique, de la concurrence qui soit illégale et qui tue les industries africaines. Donc, tous les pays qui se sont construits sur des politiques qui gèrent ce genre de problème. Deux défis majeurs pour cette zone de libre-échange: abaissement des droits de douane, simplification des procédures aux frontières avec comme objectif d'augmenter les échanges interafricains de 15 à 25% du commerce total du continent. Comment arriver à relever ces défis? Est-ce que vous identifiez aussi d'autres défis? Vous devriez être le commissaire en charge de la ZLEC. Oh là là. Parce que c'est trop me prêter. Non, parce que non, vous savez, vous avez posé les bonnes questions. La grande question fondamentale est celle de savoir quels sont les linéaments d'une construction économique qui permettent d'atteindre ces objectifs. Est-ce qu'il y a des stratégies opérationnelles pour le faire? Est-ce que ces stratégies tiennent en compte les leviers sur lesquels on peut agir?
les contraintes auxquelles nous devons faire face et comment les gérer, les risques et comment les mitiger, et sur cette base-là, quelles sont les institutions et les mécanismes qui doivent être mis en place. C'est comme si un chef d'État se lève en disant « Tiens, je vais créer 1 million d'emplois ». Fine, tout le monde le veut. Mais comment y arriver? Sur quel levier? Donc, ce qui est formidable, c'est que moi, j'étais à la signature en 2018 de l'acte de l'ASREC. Je trouve que le président Kagame a fait un travail extraordinaire parce qu'il a pu amener tout le monde à la table. Mais Mamadou, le travail commence maintenant. Au-delà des déclarations de principe, au-delà des signatures, nous devons nous mettre au travail maintenant pour réaliser cette ZLEC, dans l'intérêt de l'Afrique. En faisant quoi, concrètement, aujourd'hui? À mon avis, il faut repenser déjà les termes de l'intégration économique. Parce que ce qu'il faut voir dans cette ZLEC, c'est qu'il faut d'abord intégrer un certain nombre de fonctions. Si vous voulez réveiller le potentiel productif, par exemple, dans l'ensemble des pays de la ZLEC, il faut distribuer des avantages compétitifs dans l'ensemble de l'espace économique africain, que vous allez diviser en sous-espaces, parce que ces sous-espaces renferment les mêmes opportunités, les mêmes conséquences et les mêmes contraintes. Donc vous pouvez vous dire, je prends un exemple bête, nous allons lancer par exemple un programme de développement de l'aquaculture en Afrique. Vous pouvez identifier tous les pays qui peuvent bénéficier de la mutualisation d'infrastructures, de la mutualisation technologique, de la mutualisation de la finance et du commerce. Et à ce moment-là, les institutions d'intégration économique, leur rôle ne serait pas de faire des parlements à gauche, à droite, mais de dire comment nous allons diriger les investissements pour viabiliser cette activité, pour que tous les pays qui peuvent profiter de ça en tirent la quintessence. Vous êtes en train de dire que le plus important, ce n'est pas la subdivision en régions, mais que celle-ci se fasse sur la base de chaînes de valeur. Mais c'est comme si vous avez lu mon livre qui date de 1991. Je disais que ces stratégies d'interface qui sont l'ancêtre des chaînes de valeur, parce que les gens les ont traduits en chaînes de valeur, mais quand j'ai créé la notion de chaîne de valeur, je l'ai fait sur la base de stratégies d'interface. C'est-à-dire donner des compétences économiques à l'espace pour soutenir une décentralisation fondée sur l'initiative, la programmation et l'action, pour permettre d'orienter les politiques d'infrastructure, par l'aménagement du territoire, les politiques agricoles, la formation, tout ce que vous voulez. C'est-à-dire que ça se passe sur des chaînes de valeur. C'est les besoins qui émanent des chaînes de valeur qui dictent ce qu'il faut faire. Je vous donne un exemple. Pourquoi allez-vous faire de la formation qu'on appelle du vocational training, par exemple, en matière minérale, si vous avez des compétences essentiellement agricoles? Vous ne pouvez pas avoir les mêmes types d'universités, les mêmes types d'écoles de formation. Au Ghana, par exemple, quand je m'occupais de ça, nous avons développé une école pour la couture, pour le textile. Parce que nous avions besoin de compétences immédiates requises pour pouvoir faire des coutures propres, faire des boutons de manchette et ce que vous voulez. C'est ce dont l'industrie avait besoin à ce moment-là, précisément sur les chaînes de valeur. Nous avons dépensé $100 par personne pour créer 10 000 emplois. Donc, il faut que nous soyons conséquents dans la démarche. Il faut allier la planification économique, la pédagogie, la formation, mais tout ça en temps réel. Vous avez plein de gouvernements qui n'ont plus de politique économique. Vous appelez parfois des gens, vous leur dites, mais la stratégie économique de votre pays, c'est quoi? Vous voulez arriver à quoi? Comment? Dans quel secteur vous voulez faire? Non, parce que pendant longtemps, nous n'avons fait que de la politique macroéconomico-mécaniciste. Pape Demba Thiam, économiste, est l'invité du jury du dimanche d'e-Radio. Parlant de frontières tout à l'heure, une zone économique peut-elle prospérer justement sur un continent où voyager, même d'un pays à un autre, pose problème? C'est ce que je veux dire, c'est-à-dire que les gens bâtissent des compétences pour poursuivre des opportunités. Si à un moment donné, le développement de la zone doit passer par des infrastructures de transport, ça devient quelque chose de Swiss generis, c'est-à-dire nécessaire au sens de Hegel. Ça veut dire que c'est quelque chose qui s'impose à vous, parce que vous ne pouvez pas faire autrement que de laisser librement les gens circuler, et vous ne pouvez pas faire autrement que de mettre en place l'infrastructure de transport qui convient par terre, par voie ferroviaire, maritime, aérienne. Ce que je veux dire par là, c'est que vous devez déclencher le prétexte, vous devez le rendre inéluctable.
Nous avons fait le pont sur la Gambie. Mais c'était une nécessité économique depuis très longtemps. Mais cette nécessité économique avait été bloquée par des contingences politiques. Et le passeport africain aussi. Vous savez, moi il y a des choses qui sont des facilitateurs au deuxième degré. Moi, ça ne me gêne même pas d'aller demander un visa quelque part. Hein? Parce que ce qui est important, c'est que qu'est-ce que vous allez faire dans ce pays? Pourquoi vous allez acheter du bois du Gabon pour pouvoir venir, par exemple, le transformer ici au Sénégal? Vous devez avoir un projet économique derrière. Si maintenant on développe toutes ces compétences économiques, cet appétit-là, à ce moment, il devient nécessaire de dire « Ah, l'absence de cette infrastructure est devenue un blocage fondamental. » Et il devient bancable. Alors cette route-là, vous pouvez même la faire, charger le péage sur la route, parce que c'est la marchandise et la production de richesses qui financent la route. En un mot, il faut que nous soyons toujours motivés par des projets économiques qui sont liés à des marchés, d'où peuvent naître des programmes de production, des programmes de commerce, et c'est là qu'on crée des emplois. Ça se passe sur l'échelle de valeur. Et y a-t-il des pays mieux préparés que d'autres pour tirer profit de la ZLEC, et le Sénégal ferait-il partie de cela ou pas? Ce que je voudrais dire, je ne peux pas avoir la prétention de dire que j'ai analysé tous les pays africains. Et puis même si je les avais analysés, ce que je peux dire ne peut pas avoir vocation de faire Bible. Ce que je peux dire, c'est comment on peut se préparer tous ensemble, chacun en termes de ses avantages comparatifs, comment on peut se préparer ensemble dans un travail collectif pour profiter de la ZLEC. Pour ce qui concerne mon pays, le Sénégal, je peux en parler, parce que c'est peut-être l'économie que je connais le mieux. Le Sénégal a une vocation en matière de hub logistique extraordinaire. C'est le pays qui avance dans l'océan Atlantique, qui regarde New York, qui regarde Brasilia, qui est tout près de l'Europe continentale, qui est près de l'Afrique du Sud. Donc, cette présence, rien que cette configuration géographique, donne au Sénégal un avantage comparatif extraordinaire pour faire entrer et sortir des marchandises. Un avantage qu'on a toujours eu, hein? Oui. Depuis mais les temps immémoriaux. Mais qu'on peut faire bouger maintenant. Oui. Vous savez, moi, ce qui est important pour moi, c'est de regarder l'avenir. L'une des raisons pour lesquelles j'ai quitté la Banque mondiale et que je ne veux plus travailler avec des institutions, c'est de semer cette graine en des gens plus jeunes que moi. Leur montrer que ce que nous avons été capables de faire au Ghana en créant 305 000 emplois, en utilisant 50 millions de dollars pour lever 12,5 milliards de dollars d'investissement direct étranger, nous pouvons le faire chez nous. Parce qu'au Ghana, nous nous sommes appuyés sur les avantages comparatifs du pays qui étaient inertes. Nous les avons transformés, certains, en avantages compétitifs. Et les gens sont venus. Et nous n'avons même pas fait de facilités fiscales, comment on appelle, les tax holidays ou des choses comme ça. Moi, je ne connais pas ça dans mon langage. Je trouve que nos États ont besoin de leurs ressources fiscales. Ce n'est pas une raison de leur permettre de venir aux gens, de ne pas payer des impôts pendant X temps et de partir. Mais je vais leur offrir des plateformes de services qui vont faire qu'ils seront contents de payer les impôts parce qu'ils gagnent de l'argent sur lequel ils paient les impôts. Donc, le Sénégal a cette position. Oui, en plus de ça. En plus de cela, je vous donne un exemple, un autre. Oui. Nous sommes la nation qui avons profité parce que nous connaissons ce que ça veut dire les produits halieutiques. Pendant un moment, la transformation des produits de mer a été un fer de lance pour notre pays. Mais nous sommes le seul pays qui connaissons les vertus des produits du poisson et qui continuons de ruiner les mers, les océans, au lieu de cultiver, comme on appelle farming, au lieu de faire l'élevage. Ouais. Même les pays qui n'ont pas eu cette connaissance avant nous se sont mis à faire des élevages. Et il n'y a pas une seule espèce de poissons que nous connaissons qui ne soit pas capable d'être élevé en captivité. Alors, moi, j'ai fait partie d'un programme en Équateur, quand j'étais industriel en Suisse, Empacadora Champmar, où nous avons développé
des centaines de milliers d'emplois en Équateur, précisément 1 million d'emplois dans l'aquaculture en développant 500 000 hectares. Mais qu'est-ce qui nous empêche au Sénégal d'avoir un grand programme national en matière de développement de l'aquaculture qui permette de distribuer des infrastructures là-dedans et permettre de créer de nouveaux métiers? Donc, il y a énormément de choses. Maintenant, nous avons le gaz et le pétrole qui vient, on en viendra, mais nous avons énormément de potentiel et le problème, c'est la connaissance. Le Sénégal ne perdrait pas au change en intégrant cette zone de libre-échange continentale? Absolument pas. Absolument pas. Mais le Sénégal doit se préparer à développer des offres de produits qui soient compétitives. Des offres compétitives. Parce que lorsque vous faites la zone de libre-échange, tout le monde doit pouvoir entrer son produit. Mais nous avons aussi une chance au Sénégal, c'est que notre système de normalisation, de promotion de la qualité, de métrologie et d'essai est l'un des plus élaborés dans la région. Mais pourquoi aujourd'hui Donald Trump s'est élevé contre la Chine? Il aurait dû s'élever d'abord contre le système américain qui, bien qu'étant l'Amérique, avait un système de normalisation et de protection qui était totalement poreux. Les Chinois pouvaient entrer n'importe quel de produits qui sont sous-normés, inonder le marché américain en termes de concurrence déloyale et tuer toute l'économie. Alors, il aurait fallu simplement dire on va mettre en place un certain nombre de normes qui font qu'il y a certains produits qui ne peuvent pas rentrer parce que ces produits ne respectent pas ces normes. Ce n'est pas faire de l'isolationnisme, ce sont des dispositions qui sont prévues par l'Organisation mondiale du commerce. Alors, de manière tout à fait empirique ou peut-être sur des bases économiques avérées, quand on parle de cette zone, tout le monde a tendance à penser à l'Afrique du Sud, au Nigeria, aux pays d'Afrique du Nord, comme étant ceux qui devraient véritablement en profiter. Est-ce que c'est votre conviction aussi? C'est du bavardage. Ah oui? C'est du bavardage. Mais écoutez, la Chine envahit les marchés, tous nos marchés, avec des produits, des chaussures en plastique et tout. Est-ce qu'il a fallu attendre un accord commercial avec la Chine ou quelque chose comme ça pour que ça se passe? Parce qu'il faut être sérieux. Nous signons la ZLEC, mais nous sommes aussi signataires de tous les protocoles et des disciplines de l'Organisation mondiale du commerce. L'histoire de la ZLEC ne peut pas être une histoire de discrimination positive en disant que nous nous fermons aux autres et nous commerçons entre nous. Ce problème d'harmonisation doit se régler. Il y a des textes qui le prévoient. Malheureusement, il y a très peu de capacités pour pouvoir traduire ces textes et les traduire en institutions, en programmes, en stratégies et en projets. Donc c'est là notre grande faiblesse. L'Afrique du Sud, personne n'interdit aujourd'hui les produits d'Afrique du Sud d'être vendus au Sénégal. Personne n'interdit aujourd'hui des investissements des Africains du Sud au Nigeria. Vous savez quoi? En matière de politique et en matière de droit, la politique et le droit en général suivent d'abord les activités. Les activités se font, après on vient encadrer. Mais ce n'est pas la politique ou le droit qui déclenche les activités. Encore une fois, c'est un plus, mais il ne faut pas qu'on nous leurre par des déclarations de principe. Ce n'est pas une panacée. Voilà, vous l'avez dit. La question de la monnaie. Comment échanger économiquement avec des monnaies aussi nombreuses que les pays du continent, exception faite de la zone franc, qui fait tout un débat, et bientôt la monnaie de la CEDEAO avec l'écho en 2020. Comment? Ce n'est pas un problème. Écoutez, il y a des pays d'Amérique du Sud qui battent leur propre monnaie et qui vendent sur le marché international. Pourquoi? Parce que leur économie est solide, leur monnaie est basée sur la théorie quantitative de la monnaie, reflète l'état réel de la force de l'économie, et c'est la raison pour laquelle ces pays sont capables de vendre et de facturer dans leur propre monnaie. Donc le problème de la monnaie, c'est d'abord le reflet de la santé d'une économie. Moi, mon deuxième pays, c'est la Suisse. Vous avez vu comment la Suisse est petite? Et aujourd'hui, quand il y a des problèmes de guerre commerciale et tout ça, le franc suisse monte tous les jours parce que tout le monde achète le franc suisse
une monnaie refuge parce que son économie est sérieuse. Mais en termes quand même de gros marchés, Pape Demba Thiam, le constat est que quand on parle des États-Unis, gros marché, c'est Oui. le dollar. La Chine a sa monnaie. Quand on parle de l'Europe, c'est aussi l'euro. Oui, pourquoi on ne devrait pas aller dans ce sens, ici en Afrique, dès l'instant qu'on a senti la nécessité de créer une zone de libre-échange? Vous savez, Je sais que ça ne se décrète pas. Hein? Voilà, c'est ça que je veux dire. Ce qu'il faut, on intègre des fonctions. L'intégration monétaire, c'est la capacité des monnaies à pouvoir se changer entre elles. Nous avions avant même une chambre de compensation qui nous permettait donc de compenser les monnaies et tout ça, mais nous les avons dans les autres zones. Je ne dis pas que ce n'est pas nécessaire, mais je veux surtout mettre en garde les gens qui croient qu'il faut, dès que vous créez une monnaie unique, ça part. Il y en a des pays qui ne sont même pas capables de gérer leur propre monnaie. Alors vous allez additionner des faiblesses pour créer une grande faiblesse. À mon avis, si vous faites moins 4, moins 6, vous faites moins 10, non? Donc le problème, c'est d'abord d'asseoir la monnaie sur des économies fortes. Moi, le franc CFA ne me gêne pas en termes de convertibilité, parce que d'ailleurs, nous sommes gâtés, nous sommes le seul pays. Ah oui, qu'est-ce que vous êtes en train de dire là? Le CFA ne doit pas disparaître au profit de l'éco? Ce n'est pas le principe de la disparition. Encore une fois, on va regarder les fonctions. Le franc CFA, aujourd'hui, nous permet d'échanger et de vendre dans une monnaie que nous ne battons pas. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest est la seule banque qui ne fait aucune politique économique, aucune politique monétaire, qui existe que sur la base d'un traité. Un homme d'affaires, il en profite parce qu'il se dit, tiens, j'ai une monnaie que je peux utiliser pour acheter des marchandises, pour faire des contrats, alors que cette monnaie, je ne suis même pas responsable. Que mon économie vale zéro, que ce soit machin et tout, la monnaie, je l'ai. Bon, ce n'est pas quelque chose qui devrait durer normalement longtemps. Le débat sur le franc CFA, je ne m'en suis jamais mêlé parce que pour moi, un traité qui a été fait depuis tellement longtemps, à un moment, ça doit être dépoussiéré. Il faut revisiter certaines modalités. Mais sur le principe de l'intégration monétaire, moi, je suis heureux que nous ayons une monnaie qui nous est commune. Maintenant, que par oui, fierté... ma question se veut précise. Voilà. Est-ce qu'il faut abandonner le CFA pour l'éco aujourd'hui? L'abandonner pour le principe 2020. de l'abandonner Oui, pour oui. une question d'atavisme et de fierté, ce serait une connerie. Ouais. Vous Donc, on pouvez a l'appeler- senti des réticences de la part du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, pour ne citer que ces deux pays. Mais c'est-à-dire que ce débat, Mamadou, ne devrait même pas se poser. Parce que pourquoi l'abandon du franc CFA doit-il être une alternative fatale? Moi, j'aimerais que ceux qui en parlent m'expliquent, avec un diagramme, avec une arborescence, comment en abandonnant cette monnaie, on va arriver les chemins d'expansion par lesquels on va développer notre économie. Parce que tout le monde cherche à avoir une monnaie unique. Les Européens ont l'euro. Même les Cubains utilisent le dollar alors qu'ils sont sous embargo. Au Congo, la monnaie, c'est le dollar. Donc, on a tendance à l'intégration monétaire. Maintenant, beaucoup de gens posent la question de savoir comment le CFA est géré, ce que ça nous coûte, et ainsi de suite. C'est un débat pertinent. Il faut le vider, ce débat, une bonne fois pour toutes, mais que vous l'appeliez CFA, que vous l'appeliez ECO, que vous l'appeliez ce que vous voulez, moi je veux que la monnaie fonctionne normalement selon la théorie quantitative de la monnaie, c'est-à-dire que les émissions de monnaie correspondent à la réalité économique des biens et services qui sont produits dans un espace économique donné, un, et deux, que la monnaie soit émise sur la volonté d'endettement de l'économie. Parce qu'aujourd'hui, vous émettez la monnaie sur la volonté d'endettement de l'économie. Vous voulez acheter une maison. Vous allez à la BHS, j'en profite pour faire la publicité pour mon petit frère Bokar. Vous allez à la BHS, vous empruntez, mettons, 100 millions. Mais lorsque vous empruntez 100 millions, la BHS vous prête ça à un taux d'intérêt déterminé, ce que vous payez. Mais la BHS elle-même, ou la banque commerciale qui vous prête, elle va escompter le titre auprès de la banque centrale. La banque centrale va lui prêter à un certain taux. Et ce différentiel de taux constitue la création effective de la monnaie. Parce que lorsque votre créance s'éteint, cette monnaie est détruite, mais entre-temps, quand elle a été créée, une monnaie nouvelle a été créée. Si vous fonctionnez comme ça, sur le principe de l'économie
que la monnaie se développe par la volonté d'endettement de l'économie. Vous permettez aux banques de jouer leur rôle de financement de l'économie, mais la banque doit aussi financer une économie qui est viable, une économie où, quand elle met ses billes, on doit les retrouver. Donc, tout ce débat-là, je n'ai jamais entendu cet aspect des choses. Or, dans le monde entier aussi, depuis l'abandon du Gold Exchange Standard en 1973 par un décret unilatéral de Nixon, le dollar est la seule monnaie qui est convertible, mais plus aucune monnaie n'est convertible en or. C'est la volonté d'endettement de l'économie. Alors j'aimerais que tous ceux qui parlent du franc CFA nous expliquent comment on crée effectivement la monnaie et comment ils vont arriver, en liquidant le franc CFA sur des bases idéologiques, régler ce problème de la monnaie. Une question pour avoir le fond de votre pensée. CFA, ECO, vous êtes pour quelle monnaie? Je ne suis pas un idéologue, vous le savez très bien. Oui, mais ma question est très précise. Non, mais elle n'est pas précise. L'ECO, c'est en 2020. Elle n'est pas précise, Oui, c'est une question à somme nulle. Ouais. Pour moi, c'est égal, comme je vous dis. L'essentiel, c'est l'éco. Si l'éco doit être fait, quelles sont les bases économiques qui fécondent la solidité et la pérennité de l'éco? Est-ce que c'est changer seulement le nom? Quelles sont les modalités de gestion de l'éco? J'en sais rien. Donc, comme j'en sais rien, ça m'est difficile de trancher et de tirer une carte. Je ne suis pas un joueur de poker. Voilà un avis assez intéressant depuis qu'on parle de ce débat sur le CFA. Mais oui. Plus sérieusement, oui. Le CFA, la question de la monnaie de manière générale, zone économique et d'autres questions qui agitent l'Afrique ou certaines organisations sous-régionales comme la CEDEAO. Pourquoi il ne faudrait pas aller vers l'organisation de référendums ou de référendats pour entraîner aussi les peuples quelque part? Si vous avez des questions précises, par exemple, si vous venez faire le référendum comme moi, vous me dites de choisir entre le franc CFA et l'éco, sans que je sache qu'est-ce qu'il y a derrière toutes ces choses-là. Oui, il faut prendre le temps d'expliquer. Un référendum, c'est oui ou non. Hein? Voilà, mais Mamadou, il faut avoir le temps d'expliquer, mais il faut avoir le temps de dire aussi ce qu'il y a derrière. Parce qu'il y a beaucoup de débats ou de référendats qui ont été faits souvent où les peuples ont voté sans savoir ce qu'il y avait derrière. Et beaucoup de ces peuples-là, s'ils savaient ce qu'il y avait derrière, il y a des votes qu'ils ne feraient jamais. Papa Demba Thiam est économiste, il est l'invité du jury du dimanche. Vous êtes l'auteur de plusieurs publications, dont un livre intitulé Stratégie d'interface, intégration économique et développement. Votre ouvrage se veut précurseur en termes de projets structurants et créateurs d'emplois durables par le développement de chaînes de valeur. Quelles sont ces stratégies et pourquoi, à votre avis, la question de l'intégration, notamment la réalisation des États-Unis d'Afrique, a toujours été un défi depuis les pères fondateurs jusqu'à maintenant? Ça, c'est une vaste question, c'est mieux que votre question référendaire. Parce que ça me permet au moins de camper le débat. J'étais très provocateur en écrivant Stratégie d'interface, intégration économique et développement, déjà en 1991. Si vous voyez maintenant les prix auxquels ça se vend, c'est parce que quand le livre est sorti, les gens ne comprenaient pas l'enjeu. Mais comme j'avais prévu dedans ce qui allait se passer en France avec la fabrique de pauvreté, la Grèce, l'Espagne, le sud de l'Europe d'une manière générale et l'arrivée des mouvements populistes, les gens ont commencé à le lire. Mais cette trilogie-là, stratégie d'interface, intégration économique et développement, c'est ce qui, à mon avis, crée des économies autocentrées. Parce que n'importe quelle économie, Mamadou, doit être intégrée par des fonctions. C'est des fonctions qu'on intègre. Des fonctions économiques, des fonctions commerciales, des fonctions juridiques, toutes ces sortes de fonctions-là. Or, même dans notre propre pays, si vous voulez faire de l'intégration économique, vous devez distribuer des potentiels de croissance intégrés et complémentaires dans chacune de nos régions. Vous avez des régions qui ont des capacités à croître avec certains secteurs. Vous avez des régions qui ont des capacités avec d'autres secteurs. Donc, votre politique d'aménagement du territoire, infrastructure, éducation, décentralisation, tout ce que vous voulez,
doit se faire de telle manière à réveiller ce potentiel économique. Et moi, je le réveille en développant des chaînes de valeur. Et ces chaînes de valeur, je les fais en interfaçant des activités. Alors, résumé de votre ouvrage, l'auteur ne se contente pas de montrer en quoi les modèles usuels de croissance-développement demeurent non pertinents, première partie de l'ouvrage, bien plus après une étude de l'impact de ces modèles dans son propre pays, deuxième partie, il propose des stratégies alternatives dites d'interface, troisième partie, qui, dans leur cadre d'application, corrigent les structures socio-économiques pour les rendre coopérantes. Mieux, il montre que les stratégies d'interface sont en réalité des stratégies d'intégration économique. Voilà, c'est ce que je viens de décrire. Oui. Donc, c'est des stratégies d'intégration économique. Maintenant, l'intégration économique, c'est justement développer des économies cohérentes et intégrées au niveau d'un espace donné. Cet espace peut être la région de Dakar, ça peut être la région de Louga, ça peut être une partie plus grande, ça peut être le Sénégal et la Guinée, ça peut être la frontière entre le Sénégal et le Mali, ça peut arriver par cercles concentrisques et progressivement à envahir tout l'espace économique. Et c'est ce modèle d'intégration-là qu'on n'a jamais adopté. Les organisations d'intégration ont d'abord été créées pour distribuer des postes de bureaucrates. C'est comme si on vous disait aujourd'hui, voilà, je vous nomme chirurgien en chef à l'hôpital de Dantec, alors que vous n'avez jamais été chirurgien. Donc on a bâti les organisations d'intégration économique sur la base de paradigmes qui sont devenus obsolètes, comme les unions douanières au moment où tout le monde s'ouvre. Alors c'est la raison pour laquelle on n'est pas arrivé à transformer le rêve des Kouma, des Nasser, des États-Unis d'Afrique. Nous ne sommes pas encore arrivés à le transformer parce que nous n'avons pas de motif objectif de le faire. Nous n'avons pas un gâteau qui est posé sur la table pour lequel chacun peut dire « voilà ma part ». Les gens partagent des objectifs, partagent des intérêts. Nous n'avons pas été capables de créer ce gâteau économique qui fasse que justement nous venions dans un ensemble politique. Il y a un gros gâteau quand même qui s'annonce pour le Sénégal, c'est le pétrole et le gaz. Vous l'aurez compris, vous avez participé à la concertation nationale sur le contenu local. Comme invité surprise, on dira ça comme ça. Pétrole et gaz sur fond de polémique aussi, depuis les révélations de la BBC. Le Sénégal ne bruit que des contrats pétroliers. Pour certains, c'est des contrats qui ne sont pas à l'avantage du Sénégal. Le président de la République a dit qu'il a signé ces contrats en défendant les intérêts économiques du Sénégal. Et quelle réflexion vous inspire d'abord cette perspective de voir le Sénégal devenir un pays pétrolier et gazier? Voilà. Je préfère me concentrer sur la perspective. Je ne suis pas un homme de querelle parce que j'aime bien utiliser la capacité intellectuelle que nous avons à régler des problèmes qui nous font avancer. La querelle fait aussi partie de la perspective, certainement. Donc, disons que je ne connais pas les tenants et les aboutissants pour me prononcer en expert dessus. Moi, on m'a appris à parler de ce que je sais. Ce qui m'intéresse, moi, dans cette affaire de pétrole et de gaz, c'est qu'est-ce qu'il faut faire avec ce qui revient au Sénégal. Quelle que soit la part qui revient au Sénégal. Ce qui revient au Sénégal ou ce qui devait revenir au Sénégal. Je ne peux pas C'est savoir. là où se trouve aussi le débat. Je vous pose la question comme ça. Mamadou, parce que c'est aussi le fond du débat. Je n'ai pas d'instrument de mesure qui me permettent, en valeur relative, de dire qu'est-ce qui devait devenir au Sénégal et qu'est-ce qui ne devait pas venir au Sénégal. Parce que je ne suis pas dans le jus de cette affaire-là. Ça, c'est un débat que je laisse à d'autres. Ils sont certainement mieux outillés et mieux formés pour le faire. Mais moi, je suis un serviteur. Si vous me dites que vous avez la capacité d'avoir tant de pétrole et tant de gaz, et que vous avez la compétence nationale sur le plan politique, sur le plan économique et légal, d'accéder à cette ressource, mon expertise me permet, avec l'expertise conjuguée avec d'autres, de vous dire ce qu'on peut en faire pour que tout le monde puisse en profiter au maximum. La question vous est posée. Voilà. Cette manière d'en profiter, c'est quoi? Vous avez les chaînes de valeur que vous pouvez dériver
de manière verticale ou horizontale à partir de l'existence du pétrole. Par exemple, nous pouvons soutenir toute une économie intégrée autour du pétrole, développer des parcs pétrochimiques pour transformer les produits. Nous pouvons développer, avec ça, vous avez par exemple les produits de polymérisation, vous avez les engrais, vous avez les acides azotés, vous avez énormément d'applications. Le Sénégal a toujours eu du pétrole, tout comme la Guyane, le Brésil, tous ces pays, parce qu'ils partagent les mêmes plaques tectoniques depuis Mathusalem. Mais il fut un temps où l'exploitation du pétrole ne pouvait pas être rentable au Sénégal, parce que je me souviens, quand moi j'étais à l'OCDE, j'avais fait une interview dans Le Monde où je disais j'opte plus pour la transformation des produits halieutiques ou le développement de l'agriculture que le pétrole. Parce que le baril de pétrole se vendait à l'époque à 24 $. Quand vous avez un baril de pétrole à 24 $, vous ne pouvez pas faire des investissements colossaux qui soient rentables. Mais lorsque vous montez au niveau du baril de pétrole que nous avons aujourd'hui, les majors peuvent se risquer à dire, tiens, les tendances structurelles montrent que le prix du pétrole restera à un certain niveau, donc ça vaut la peine d'investir et de rattraper cet argent plus tard. C'est l'une des raisons pour lesquelles il n'y a pas eu énormément d'exploration en matière de pétrole. On découvre maintenant qu'on a même plus de gaz que de pétrole et les applications sont encore beaucoup plus importantes. Nous sommes par exemple un pays où le coût de l'électricité est exorbitant. Rien que penser à transformer le gaz en énergie, une énergie bon marché peut nous permettre de déclencher un gros mouvement de croissance pour soutenir nos industries de transformation. Nous pouvons régler notre problème énergétique avec le gas to power. Et nous pouvons aussi développer, influencer. Combien de nos mamans aujourd'hui utilisent des gaz domestiques qui sont importés et tout ça. Mais il y a toute une culture, toute une philosophie qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes prêts à taper aussi là-dessus pour développer une industrie qui utilise ce genre de choses pour fabriquer des fourneaux, tout ce que vous voulez. Mais indépendamment de cela, les infrastructures que nous allons mettre en place pour l'exploitation du pétrole et du gaz vont permettre de créer des pôles de croissance qui peuvent donner leur viabilité à d'autres pôles adjacents dans d'autres domaines comme l'agriculture, comme l'élevage, j'allais dire toujours l'aquaculture, et même le tourisme. Parce que si vous développez par exemple une base en matière d'hébergement, une base en matière de restauration, ce prétexte permet d'ancrer là-dessus un nouveau pôle de croissance. Un cercle vertueux voilà. Et non vicieux. Vous posez une question pour laquelle vous avez la réponse. Oui. Donc la malédiction, vous n'y croyez pas. Quelle malédiction? La malédiction, c'est nous-mêmes. Pourquoi nous sommes les seuls peuples que chaque fois que nous avons de la richesse, nous nous entretuons entre nous, nous complotons les uns contre les autres, nous faisons amener les autres. Mais l'histoire de l'Afrique a été une histoire de trahison d'Africains contre d'autres Africains. Il faut que nous arrêtons ça. Il faut que nous arrêtions de nous regarder toujours comme des gens qui, chaque fois quand Mamadou va monter son nouveau studio de télévision, je me dis, mais où est-ce qu'il l'a volé? Quand ce garçon est en train de décoller en disant, je crois en moi, je veux monter une chose, il dit, ah, mais regardez même dans notre langage. Nous ne regardons que les choses négatives. Or, quel du diable plusieurs choses en même temps. Si vous concentrez votre tête à chercher que les choses pornographiques, à montrer les choses graphiques qui nuisent, vous perdez l'opportunité de regarder ce que vous pouvez faire. Et le gros problème chez nous, c'est que les gens passent leur temps à arrêter les autres au lieu de prendre l'énergie pour eux-mêmes pour avancer. Regardons cette affaire de manière positive. Nous sommes un peuple de gens extrêmement intelligents. Nous devons être une nation d'experts. Nous l'avons montré quand la France a retiré ses coopérants de Guinée. C'est nos experts qui sont allés les remplacer. Et nous sommes devenus encore beaucoup plus intelligents au Sénégal. Moi, c'est à ce débat que j'aimerais convier. Mais pourvu que l'entreprise sénégalaise, il y a la dimension contenu locale aussi, ne soit pas laissée en rade. Oui, on peut dire que le pétrole, le gaz, son exploitation, les recherches, que ça coûte excessivement cher. Peut-être que ce n'est pas encore à hauteur de nos moyens, tant au niveau étatique qu'au niveau des entreprises privées. Mais il faut aussi que, par le biais du contenu local, que
que les entreprises puissent en profiter. Prêcher un convaincre, oui, je veux dire oui, parce que c'est aussi ça. Oui. C'est quelque part ça la malédiction aussi, quand les gens parlent de malédiction. C'est la crainte de voir les majors presque venir. Non, la malédiction, telle que je comprends ça, les gens disent c'est une malédiction parce que c'est source de conflits, de guerres, oui, on le dit. Des choses comme ça. On le dit. Mais peut-être il y a une malédiction plus vicieuse. Voilà. Mais ce que vous venez de décrire là, en matière de contenu local, moi je vais au-delà du contenu local. C'est-à-dire que le terme sur le plan sémantique de contenu local me gêne. C'est-à-dire je m'en accommode. Ah oui. Je m'en accommode simplement parce que c'est le langage que des institutions ont arrivé pour dire aux gens, oui, bon, les gens prennent les gros morceaux, mais on vous donne quelque chose localement, comme si on nous donnait des miettes. Ce que moi j'ai proposé, et ce sur quoi je travaille avec le ministre du Pétrole, Makhtar Cissé, qui est un garçon très brillant. Vous me connaissez, moi, je ne réponds pas à l'appel de n'importe qui, parce que j'ai le choix de ce que je fais de mon temps. Ce qu'il m'a demandé, quand il m'a demandé de les aider il y a 2 mois et demi, c'était de dire on va trouver une nouvelle doctrine, on va développer une nouvelle économie industrielle basée là-dessus. J'ai réuni tous les gens du secteur dans son cabinet et nous avons travaillé pour définir les paradigmes, définir les stratégies, définir les programmes. Ces programmes ont été présentés lors de la journée de concertation du 2 juillet. Est-ce que vous avez vu quelqu'un tirer là-dessus? Personne. Il y a eu des débats parallèles. J'ai entendu dire des gens, oui, on l'a fait parce qu'il y avait ce débat. Ce n'est pas vrai. Moi, je suis venu ici avec mon épouse, qui est mon associée dans mon cabinet. Nous sommes venus ici le 3 mai, avant que ces choses éclatent. Et nous sommes venus même à nos frais, quelque chose que nous avons offert au pays, pour faire la formation, travailler avec les jeunes et développer ces programmes. Et c'est sur cette base-là qu'ils ont présenté cela. Mais Mamadou, est-ce que vous avez vu un seul journal, une seule déclaration où quelqu'un est allé vous dire que ce qui s'est dit là-bas, c'est des conneries? On ne leur a pas donné l'occasion parce que nous avons présenté la chose comme une ambulance sur laquelle personne ne pouvait tirer. Alors, on va y aller très vite. Quelle résonance a ce projet dont parle aussi depuis quelque temps Pierre Goudiaby Atepa? Je ne sais pas si vous le connaissez, si vous connaissez l'entrepreneur, mais qui parle beaucoup du projet de la route de l'acier et de l'aluminium. Bon, écoutez, moi je suis content que toutes les imaginations fertiles et les audaces raisonnées soient mises à contribution. Je connais Pierre, il a été mon architecte dans les projets de ville technopole que je voulais faire au Congo, lui et d'autres. Il est très brillant. Il parle de route d'acier, tout comme, si vous regardez Internet, j'ai fait une publication où je parlais des routes de la soie que les Chinois étaient en train de monter. C'est quelque chose qui date de 2003-2004. Quel entendement il faut en avoir pour le commun des mortels? C'est des chaînes de valeur qui traversent les pays. Voilà. C'est des chaînes de valeur qui traversent les pays. Par exemple, les Chinois aujourd'hui, en voulant construire ce qu'ils appellent la route de la soie, mais ça c'est par un clin d'œil à l'histoire, parce que les relations entre la Chine et le reste du monde sont passées par la soie. Aujourd'hui, ils le font par exemple en montant des chaînes de valeur en matière d'infrastructures aéroportuaires. Ça leur permet de rapprocher la Chine du reste de l'Europe, de l'Afrique. Et en mettant chaque fois des relais de port, ils arrivent à intégrer l'espace et rapprocher la Chine du reste des autres pays, ce qui permet à la Chine de pouvoir avoir des relations commerciales. Mais si vous regardez bien, la Chine ne se plante pas. En Europe, ils ont commencé avec l'Italie. Mais parce que l'Italie renforme l'une des plus grosses expertises en matière de beaucoup de choses, même les voitures. Les designers des voitures, c'est qui? Les Pininfarina et tout ça, c'est les Italiens. Dans l'habillement, c'est les Italiens. Dans la mode, les Italiens. Dans les meubles, c'est les Italiens. Donc les Chinois, sachant que l'Italie a des compétences dont l'industrie chinoise veut aller, et puis n'oubliez pas une chose, la botte que représente l'Italie, sur le plan géostratégique, n'a rien à envier au Sénégal. Donc c'est normal que la Chine commence avec l'Italie. En Afrique de l'Est, ils sont allés vers Djibouti. Oui, à la route de l'acier et de l'aluminium. Je ne sais pas ce qu'il veut dire par là. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis certain
que lui étant un architecte et un designer, il a une idéation bien précise dans ce qu'il veut faire. Très bien, on verra ce que cela va donner. Pape Demba Thiam est l'invité du jury du dimanche, il est économiste, ancien fonctionnaire international. Vous avez pris une retraite anticipée à la Banque mondiale. Nous allons parler de cette banque que vous avez connue. Dans quelles circonstances vous avez été amené à prendre finalement votre retraite? Pourquoi? Bon, il y a plusieurs choses, hein, Ouais. dont certaines choses peut-être ne présentent pas de l'intérêt pour nos auditeurs, parce que je ne veux pas que des choses soient personnelles. Mais quand quelqu'un a été formaté rebelle pour faire partie du leadership qui change nos sociétés, tout ce que nous faisons est calculé. Quand moi j'ai quitté la Banque mondiale, j'étais administrateur principal à l'OCDE. En quelle année déjà? Je suis allé à la Banque mondiale en 2003, Ouais. de l'OCDE. Ouais. L'OCDE, c'est l'Organisation de coopération et de développement économique. C'est les pays les plus riches du monde auxquels nos pays pauvres ne font pas partie. Quand vous avez cette peau-là et que vous avez la chance d'y être administrateur principal, si vous cherchez simplement une carrière, vous restez là. Parce que l'OCDE, c'est les patrons de la Banque mondiale. Ils possèdent l'OTAN, la Banque mondiale, le FMI, tous les droits de vote, c'est les pays membres de l'OCDE. Mais quand je suis arrivé à l'OCDE avec mon parcours dans l'industrie, dans beaucoup de choses, l'idée c'était pour moi de sortir l'OCDE et de l'amener de l'Afrique. C'est comme ça que j'ai organisé ici à Dakar, avec le président Wade, la conférence internationale de l'OCDE sur les investissements et le commerce en Afrique. Il y avait 700 experts ici à Dakar. C'était un gros débat parce que je me souviens, on m'a dit, mais l'OCDE n'a rien à voir avec l'Afrique. Moi j'ai dit, moi, je suis africain, même si c'est un passeport suisse qui m'a fait rentrer à l'OCDE, je travaille pour l'Afrique. Et ça a tellement épaté les gens, ce culot, qu'ils ont décidé de faire La Banque mondiale, on va y aller très vite. Alors, à ce moment-là, le président de la Banque mondiale, Jim Wolfenson, m'a rencontré et m'a dit, vous êtes parmi des gens qui peuvent changer la Banque mondiale. Il a été conscient que la Banque mondiale était devenue une bureaucratie mastodontique, qu'il fallait bouger. Je lui ai dit, écoutez, être votre conseiller ne m'intéresse pas. Parce que si je veux les honneurs, je peux même retourner en Suisse et faire la politique, peut-être d'être la première personne de couleur noire à devenir ministre. Ça ne m'intéresse pas. Je suis un entrepreneur, donc je veux faire de l'industrie. Donc je suis rentré à la Banque mondiale, j'ai amené des projets industriels, ces projets sont publiés, les résultats sont publiés. Donc quand j'en avais fini avec ça, mon problème c'était de dire aujourd'hui, j'ai bâti une crédibilité pour montrer que dans les centres les plus fermés comme la Banque mondiale, on pouvait y faire de l'industrie. À ce moment, j'avais déjà pris le projet de sortir de la Banque mondiale pour me mettre au service de l'Afrique. Parce que Dieu a fait que moi, j'ai travaillé pour mes petits-enfants. Ce n'est pas une frustration qui vous a fait quitter la banque? Frustration, non, ce n'est pas la frustration. J'ai connu la frustration. Si vous tenez à en parler, j'ai connu la frustration. Disons que j'aurais préféré décider de partir de la Banque mondiale d'une autre manière. La raison pour laquelle ça ne s'est pas passé comme ça, c'est que non seulement j'ai passé mon temps à me battre, 90% de mon temps, à couper mes liens pour faire mon travail, parce que beaucoup de gens n'étaient pas intéressés au développement industriel de l'Afrique. Et vous allez être surpris, c'était surtout les Africains. Parce que dans une institution des Africains comme ça, travaillant à la Banque mondiale, qui seraient des ennemis de l'Afrique? Ou le mot est fort? Non, ils sont devenus des ennemis de l'Afrique parce qu'ils ont travaillé à trahir l'Afrique pour gérer leur carrière. Il y en a qui ont détruit des projets pour l'Afrique, et je vais en parler dans mon livre Fabrique de pauvreté, en donnant des cas précis, tout simplement parce qu'il fallait gérer leur carrière, gérer leur fortune. Et il y en a certains qui sont même allés dans des complots pour museler des lanceurs d'alerte sur des affaires de corruption en tuant avec ça des projets. Oui, la corruption à la Banque mondiale? Ah oui, moi je le dis haut et fort. Moi j'ai dénoncé des affaires de corruption. Vous en avez des preuves? Je vais conclure avec ça. Non, moi j'ai dénoncé des affaires de corruption quand j'étais au Congo. Au lieu de prendre ces affaires au sérieux, ceux à qui je le dénonçais se sont ligués avec ceux que j'accusais de corruption pour essayer de me faire taire. Et pour cela, ils sont allés fabriquer une affaire contre moi, enregistrer, transcrit,
Mais au moment où de mettre la machine en marche, Dieu leur a bandé les yeux et ils m'ont envoyé les preuves qui disaient que j'étais quelqu'un de dangereux, qu'il fallait m'éliminer, qu'il fallait monter un projet contre moi et il fallait fabriquer les preuves. C'est arrivé entre mes mains par la grâce de Dieu. Je l'ai envoyé au président de la banque en lui montrant comment le système interne de la banque fonctionnait. C'est pris en compte, ça? Ah oui, non, c'est-à-dire qu'on m'a blanchi totalement. Oui. Mais si quand vous verrez l'histoire telle que je raconte ça, vous verrez que c'est du n'importe quoi qui a été fait et que derrière, il y avait aussi des Africains. Je vais y aller très vite. À côté des Africains, vous dites qu'ils seraient des ennemis de l'Afrique et qu'ils travaillent à la Banque mondiale. Il y a surtout les critiques contre la Banque mondiale, contre son jumeau, le Fonds monétaire international, des critiques de plus en plus vives d'ailleurs. On m'a fait part d'un ouvrage qui s'intitule Banque mondiale, le coup d'État permanent, l'agenda caché du consensus de Washington, écrit par un certain Éric Toussaint. Fondamentalement, je le cite, l'agenda caché du consensus de Washington, c'est une politique visant à la fois à garantir le maintien du leadership des États-Unis à l'échelle mondiale et à débarrasser le capitalisme des limites qui lui avaient été imposées dans l'après-seconde guerre mondiale. Le consensus de Washington, c'est aussi l'intensification du modèle productiviste. Alors, Pape Demba Thiam, pourquoi les critiques sont de plus en plus vives contre les institutions financières internationales, dont la Banque mondiale? Les critiques deviennent de plus en plus vives parce que les gens ont accès à la connaissance. C'est l'un des apports de la digitalisation, du développement des plateformes numériques et de l'échange d'informations. Le livre dont vous parlez, c'est un livre qui date de 2006. Mais les gens en parlent comme si c'était un livre qui sort de maintenant, pas que c'est maintenant que les gens ont accès à l'information. L'information, c'est la libération. C'est pour ça que moi, je salue le travail que vous faites ici avec les médias. Et c'est la raison pour laquelle que je suis davantage content quand je vois des médias poser ce genre de questions. Aujourd'hui, les gens se sont réveillés. Depuis que la Banque mondiale travaille pour l'Afrique, est-ce que vous pouvez me montrer un seul projet? Il y en a. Moi, j'en ai fait au Ghana, je l'ai fait avec la Banque mondiale. Mais est-ce que vous pouvez citer des pays que la Banque mondiale n'a pas freiné ou a contribué à développer? L'essentiel des pays qui se sont développés se sont affranchis du diktat de la Banque mondiale. Mais je ne souscris pas forcément à la théorie conspirationniste. Ce que je trouve, c'est qu'il y a des individus qui sont manipulés à l'intérieur de la Banque mondiale pour faire le jeu de certaines multinationales. Que doit faire l'Afrique vis-à-vis des institutions financières internationales? L'Afrique doit montrer aux institutions financières internationales que ces institutions appartiennent à l'Afrique, en partie, parce que l'Afrique est membre et comment on appelle, est actionnaire de ces organisations. Deuxièmement, l'Afrique est cliente de ces organisations. Donc l'Afrique n'a pas à être dictée des solutions. Ces institutions doivent donner des réponses institutionnelles à des débuts de développement qui sont développés par les Africains, explicités, et les Africains doivent amener des solutions que ces institutions financent sans leur poser des conditionnalités. Que les politiques viennent d'ici. Que les politiques viennent d'ici et qu'ils ne nous dictent pas chez qui on doit s'endetter, parce que moi, je ne suis pas contre le principe de l'endettement. Au contraire, je veux un endettement qui produit de la richesse. Et l'endettement qui produit de la richesse, ce n'est pas l'endettement qui passe par les Très bien. Il faut bien qu'on termine cette émission, mais une question en une fraction de seconde. Aliko Dangote, parce que c'est la première, la plus grosse fortune d'Afrique, il est nigérian. Aliko Dangote aurait-il pu être un francophone? Pourquoi pas? Ah oui? Nous avons Aliko Dangote à des échelles réduites. Moi, je suis toujours content quand je découvre tous les jours des Lui, il pense que les économies francophones sont plus dépendantes que les économies anglophones. Vous savez, il exprime son opinion. Moi, j'ai énormément de respect pour ce gars parce qu'il est parti de rien à la force du poignet. Ouais. Donc, j'ai beaucoup de respect pour lui. Si vous voyez, moi, je ne me présente, je ne fais pas des jugements de valeur sur des questions d'ordre général. Quand vous m'amenez sur un terrain où je peux m'exprimer, je m'exprime. Mais moi, je crois que je n'ai pas d'inimité particulière envers la France, mais mon parti, c'est l'Afrique. C'est pour ça que moi, je suis fasciné par Donald Trump. Je suis fasciné par Donald Trump parce que son parti, c'est l'Amérique. Maintenant,
Si mon parti c'est l'Afrique, mon parti c'est le Sénégal, quelqu'un peut rêver de venir prendre mon pays, il me trouvera, on discutera. Ce que je ne supporte pas, c'est que ce soit nos propres gens qui trahissent les intérêts de nos pays. Pape Demba Thiam, merci. Vous êtes docteur en économie, ancien fonctionnaire international, notamment à la Banque mondiale. Émission Le Jury du dimanche présentée par Mahmoud Ibrakan, à la technique Aliou Diassé, Mas et toute l'équipe d'ITV également. Abdoulaye Sylla pour la photo, pour le site Immédia SN, émission que vous pouvez suivre d'ailleurs sur notre site. Merci d'avoir suivi ce Jury du dimanche. Bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain.